qu'au bout d'un moment, il fallait vraiment être plus qu'érudit pour pratiquer la géomancie. Et puis petit à petit, c'était devenu tellement compliqué que ça a été progressivement, c'est tombé en désuétude en fait. Et donc c'est vrai que c'était très 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 populaire à ce moment-là, au Moyen-Âge à la Renaissance, et depuis, ça a quasiment disparu, en tout cas en Europe, hein, comme je disais tout à l'heure, en Afrique, c'est encore très pratiqué. Et, voilà. Et pourtant, c'est un art qui est assez intéressant et voilà, qui est assez pertinent, et on va faire quelques exercices ensemble, et qui revient petit à petit au goût du jour. C'est entre autres pour ça que je vous présente cette conférence. Donc les principes en fait de la géomancie, c'est que derrière l'ordre, alors là on va parler un petit peu spiritualité, hein, ou connaissance de soi, etc. Mais derrière l'ordre, il y a des archétypes en fait. L'ordre, l'univers, on va dire, il y a de l'ordre dans le chaos, et l'univers, il est composé en fait de deux polarités, et sans rentrer dans un machisme quelconque, mais on va dire qu'il y a une polarité masculine et une polarité féminine. Hein. C'est la dualité, c'est le 1, c'est le 2, c'est le jour, c'est la nuit, c'est le bien, c'est le mal, etc. Hein, et tout ça, ça fait le tout, en fait. Hein. Et donc, le tout comporte, en fait, des forces, on va dire, masculine ou féminine, ou en tout cas il y a cette dualité, une force active, une force passive, le yin, le yang, enfin ça a été décliné vraiment dans beaucoup de théories en fait. Voilà. Et donc en fait pour représenter, et la géomancie c'est quoi? C'est interroger la Terre, en fait se connecter à l'énergie de la Terre pour interpréter, représenter ce chaos et d'aller chercher l'ordre qui va être caché derrière le chaos. Et donc initialement, comment est-ce qu'on pratique la géomancie? C'est simplement des traits qu'on va pouvoir tracer comme ça dans le sable, avec l'image qu'on voit là, avec le doigt ou avec un bâton. Hein, ça c'est une des manières de pratiquer la géomancie. Et c'est celle qu'on pratiquera ici, même s'il n'y a pas de sable, mais c'est pour ça que je vous donner des papiers. Et puis sinon, l'idée aussi, c'est d'aller utiliser des objets naturels. Alors moi ici, ceux qui sont venus passer me voir, par exemple, c'est des cailloux, là c'est de l'obsidienne en l'occurrence. L'idée c'est d'utiliser des objets naturels. Ça peut être des cailloux, des grains de café. Dans la photo que je vous avais montrée en Iran, là c'était des pois chiches, enfin oui, donc vraiment tout ce qui peut passer sous la main de naturel. Hein. Et donc l'idée ça va être de piocher comme ça des poignées de cailloux, ou bien de tracer des traits dans le sable ou sur votre feuille de papier. Et en fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a pioché sa poignée ou qu'on a fait sa liste de traits, sa série de traits, en fait, on compte pour savoir si le nombre est pair ou le nombre est impair. Hein. Donc là, par exemple, il me reste 2 cailloux. Donc ça veut dire que dans cette poignée-là, eh ben, c'est 2. Donc il me reste 2, tout simplement. Et puis si jamais il me restait 1, ben, il me restera 1. Et à partir de ça, en fait, on va construire des figures géomantiques. C'est donc ces figures géomantiques qu'on va construire et qu'on va ensuite interpréter. Donc je vous parlais des 2 grands principes, hein, masculin, féminin, actif, passif. Donc c'est les 2 grands principes, hein, le 1 et le 2. Oui, question? Il y a combien de cailloux? Là, combien de cailloux? J'en sais rien. Il y a une boîte de cailloux. Ah d'accord. Mais c'est pas ça qui va faire. Non, c'est pas ça. En fait, non, je prends une poignée de cailloux. Voilà. Ok. Et puis ensuite, tu vois, j'enlève 2 par 2 comme ça. Savoir s'il en reste un ou deux. Jusqu'à ce qu'il en reste plus 2 ou 1. Quand on peut plus enlever, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire ou c'est un nombre pair et c'est 2, ou c'est un nombre impair et c'est 1. Peu importe le nombre de cailloux, ça on le traite, on s'en fiche. Voilà. On retrouve ça dans le yiking aussi. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent le yiking, mais le yiking, c'est un peu la géomancie asiatique, on va dire. C'était le même principe. Hein. Il y a un trait ou 2 traits, c'est le yin et le yang. Sauf que eux, ils ont fait ça ça s'appelle des hexagrammes, donc c'est sur 6 niveaux, alors que nous, en Occident, on a fait ça sur 4 niveaux. Donc je vais vous expliquer les figures. Hein, donc ça reprend le principe des 4 éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau, d'une part. Donc le nombre 4 est important en numérologie sacrée, enfin dans toute cette tradition numérologique. Et puis aussi le 4, le 4 il représente la matière, il représente le concret. Donc en fait c'est la tradition géomantique là que je suis en train de vous dire, mais on a concrétisé cette figure sur 4 étages par rapport aux 4 éléments et à la matérialisation dans le concret
de la question posée. Donc vous avez des figures géomantiques comme ça qui sont composées de quatre étages, ou bien il y a 2, ou bien il y a 1 tout simplement. Et donc en combinant 4 étages avec 1 ou 2, on obtient un total maximum, enfin un total de 16 figures géomantiques que je vais vous détailler. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toute une histoire derrière la géomancie aussi, parce qu'on a gardé les noms latins, en fait, on a gardé les noms latins de ces figures. Chaque figure a un nom latin. Donc cette figure, par exemple, je vous la détaille, cette figure, elle s'appelle Caput Draconis. Et donc Caput Draconis, ça veut dire la tête du dragon en latin. Donc je trouve qu'il y a un côté aussi intéressant sur le langage et tout ça. Voilà, donc en pratique, comment est-ce que ça marche? Eh bien, on prend 4 poignées au hasard. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, des objets naturels, des cailloux, des coquillages, des grains de café, des pois chiches, peu importe. Ou bien, ce qu'on peut faire aussi, ou bien on a un bâton et du sable, un bac à sable devant soi, et puis on peut tracer des traits dedans, ou les compter. Ou bien en fait, ce qu'on va faire, et c'est ce que je vous... Bon, j'ai pas de pupitre, mais ce que vous allez faire, c'est, en posant votre question, c'est faire une série de traits comme ça, sans les compter, jusqu'à ce que vous vous arrêtiez, en fait. Et vous allez faire ça plusieurs fois d'affilée. D'accord? On va refaire tout ça tranquillement. Et ensuite, vous reliez 2 par 2 chacun des traits, comme ça. Tac, 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 tac. Et bien là, j'arrive sur 2. Donc, ce qui veut dire que là, je vais avoir 2. Okay? Et puis, et je continue comme ça. Hein, et pour avoir la figure. Donc, on fait ça 4 fois pour une figure. D'accord? Donc, une série de traits, on va refaire tout ça tranquillement, mais en pensant à une question. Une seule question pour les 4 séries de traits ou bien 4 questions? Non, une question. Une question, une réponse pour la géomancie, mais la figure ou les figures vont répondre à une question. C'est pas est-ce que je vais me marier et en même temps, j'en sais rien, on va vendre ma maison. Non, c'est est-ce que je vais me marier, hein? Est-ce que je vais vendre ma maison, hein? Mais pas les deux en même temps. Voilà, donc c'est bon, tout le monde a compris le principe. Hein, oui, c'est simple, hein, c'est 1 ou c'est 2, c'est assez clair. Des questions, par exemple. Vous avez des questions? Non, on y vient. Voilà. Voilà, donc les figures géomantiques. Donc c'est à partir de ces séries de points qu'on va construire les figures géomantiques. Donc il y en a 16. Hein, donc ou bien elles comptent 1 point, ou bien elles en comptent 2. Et en fait, dans la tradition, ces figures, elles sont toujours montées du ciel vers la terre, c'est-à-dire la partie d'en haut, jusqu'à la partie d'en bas. Hein. Donc c'est pour relier le ciel à la terre, et chacune des parties de la figure, hein, elle a une tête, un corps, un ventre et des pieds. Mais ça, peu importe, c'est juste pour votre information. Mais quand on réalise la figure géomantique, on commence par le haut et on descend sur les 4 étages. Okay. Voilà, et donc ça donne cette série de 16 figures qui est là. Donc, c'est tout petit, mais ça tombe bien, je donnerai aussi une anti-sèche pour ces figures. Donc, je vous les détaille brièvement, parce que là, j'ai mis quelques définitions, quelques-unes. Vous les avez là sur les feuilles, et puis je vous mettrai un code QR de toute façon après, que vous pourrez, voilà, hein, et vous aurez tout ça. Donc, il y a, après, en tout petit, mais je vous ai mis par ordre alphabétique. Il y a des figures qui s'appellent acquisition. Donc, chaque figure a des aspects positifs ou des aspects négatifs. Forcément, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on veut. Si, par exemple, est-ce que je vais rapidement vendre ma maison et puis qu'on a une figure qui est très lente, par exemple, on va dire pas vraiment. Hein. Mais par contre, est-ce que j'ai raison de continuer de chercher à prospecter pour tel poste, par exemple, et avec une figure lente, oui, effectivement, c'est important de prendre le temps et pas de prendre la première offre qui vient, etc. Et donc ça s'interprète aussi en fonction de la question. Donc, j'aime bien moi parce qu'il y a les noms latins, mais acquisitio, elle va plutôt parler de gain, de succès ou d'abondance. Voilà, vous avez les détails, on verra tout ça tranquillement de toute façon.
Albus, elle, c'est une figure qui va plutôt représenter la sagesse, la paix, la tranquillité. Albus, ça veut dire le blanc en français, et acquisitio, bah, l'acquisition, tout simplement. Amissio, à l'inverse, c'est l'inverse d'acquisitio. Amissio, ça veut dire la perte. Hein, donc c'est plutôt voilà, perte d'argent, mais ça peut être aussi perte de poids, par exemple. Hein, vous voyez, donc c'est pas forcément. Enfin, tout dépend du contexte et de la question. Caput Draconis, donc c'est la figure que je vous avais montrée tout à l'heure. Donc c'est 2 points plus 1, 1, 1. Ça représente, c'est un peu comme une branche qui est en train de bourgeonner. C'est la tête du dragon. Et ça, ce que ça représente, c'est vraiment le point de départ de quelque chose, c'est-à-dire c'est le bourgeon qui est au bout de la branche et qui demande juste à accroître en fait. Donc ça va dire par exemple que c'est le tout début d'une situation, on n'est pas encore dans l'action, mais en tout cas on est sur la bonne voie, hein, c'est le début de quelque chose qui est en train de progresser. Carcère, c'est cette figure, c'est comme un enclos en fait. Et carcère, le mot carcéral par exemple, ça vient de carcère, ça veut dire la prison. Hein, donc c'est 1, 2, 2, 1. Donc ça fait vraiment comme une espèce d'enclos. Hein, donc carcère, ça va plutôt représenter tout ce qui va être de l'ordre de l'immobilisation, de la contrainte, hein, des choses comme ça. Mais sur son côté positif, carcère, ça va être quelque chose qui va être quand on a besoin de persévérance, par exemple, quand on va s'entraîner pour un marathon, par exemple, ou pour monter l'Everest, ou je ne sais pas trop quoi, ça se fait pas en un claquement de doigts. Hein. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps, il faut mettre il y a de la contrainte, mais elle est choisie dans ce cas-là. Hein. Donc c'est ça que peut représenter Carcère aussi. Ensuite, on a Cauda Draconis, donc ça veut dire la queue du dragon. Donc là, c'est 1, 1, 1 et 2. Hein, et donc là, c'est le dragon qui est plutôt en train d'expulser, on va dire, ses matières fécales. Hein, donc le Cauda Draconis, c'est plutôt une figure assez, enfin je ne vais pas dire maléfique, mais qui va plutôt parler de trahison, de choses pas terribles, de pourriture, enfin de toutes ces choses-là qui sont à éliminer. Mais ça peut être aussi une bonne purge pour pouvoir ensuite aller mieux, quoi. C'est crever l'abcès, hein, donc il y a l'abcès, mais une fois qu'il est crevé, ça va mieux. Hein, donc forcément, tout va dépendre hein, de comment se situe la figure dans la question. Après, on a conjonctio. Donc conjonctio, c'est la conjonction, tout simplement. Donc c'est 2, 1, 1 et 2. Et donc là, c'est vraiment l'image comme ça du ciel qui se relie avec la terre. Hein, et la conjonctio, c'est la conjonction de deux énergies, de 2 forces en fait. Donc ça va parler de lien, par exemple, ça va parler de contrat, ça va parler de rendez-vous, ça va parler de discussion, ça va parler d'échange. Hein, mais c'est aussi, les figures, elles sont aussi influencées par ce qu'il y a autour. Hein, parce que, comme dit Sébastien Michel, que je cite au passage dans cette vidéo, si vous mettez Paul McCartney et John Lennon ensemble, voilà, ça fait les Beatles. Hein, et puis si vous mettez Hitler et Goebbels, ça fait le Troisième Reich. Hein. Donc forcément, la conjonction, elle peut être bénéfique si ce qui est conjoint est bénéfique, et au contraire, ça peut être aussi l'union de forces maléfiques. En tout cas, ça peut être mauvais. Donc chaque figure hein, peut avoir un pôle positif, on va dire, et un pôle négatif. Fortuna minor, c'est 1, 1, 2, 2. Et ça veut dire. Alors, fortuna en latin, c'est pas la fortune au sens de richesse, c'est la fortune au sens de chance, en fait. Hein. Donc, la traduction française, ce serait la petite chance, en gros. Hein. Et fortuna minor, ce qu'elle va dire, c'est l'opportunité qui se présente, c'est le coup de chance, c'est vraiment l'occasion qui se présente et à ne pas rater. Mais par contre, il y a une notion de brièveté dans Fortuna minor, c'est-à-dire si on passe à côté de l'occasion, c'est fini. Hein, et ce n'est pas quelque chose qui va être un engagement sur le long terme, ce n'est pas une figure qui va parler d'une grande carrière, par exemple, ou quelque chose comme ça, mais c'est plutôt, il y a une promotion, hop, c'est maintenant et je la prends. Hein, mais ce n'est pas un plan de carrière, c'est vraiment plutôt quelque chose qui est dans le court terme, on va dire.